Bonjour Bastien, Bonjour, bienvenue dans la bulle de scénario.com ravi. pour la première fois au festival de Saint-Malo. Ben, Alors on est ici pour parler de Don Corto Maltese, Ouais. le jour d'avant. Déjà, avant de commencer, peux-tu nous revenir sur la jeunesse de cette, sur l'album cette série? Ah oui, sur la série, c'est que on en parlait avec mon scénariste Martin Kennen, et on se demandait si un personnage comme Corto Maltese pouvait vivre dans l'époque d'aujourd'hui, quoi. Tous les ingrédients d'un Corto Maltese, qui est l'aventure, le mystère, toutes ces choses-là, pouvaient vivre le désir, pouvaient vivre aujourd'hui. Et on a dit ça un petit peu, on a proposé ça en disant, bah tiens, est-ce on pourrait proposer à Casterman de le remettre au goût du jour. Ils avaient déjà lancé la série, ils avaient déjà continué la série de manière canon. Et donc on a proposé, ça a réfléchi, puis on dit allez, pourquoi pas, on tente un premier, puis ça a pris, et puis on a réussi à en avoir un deuxième, puis là au troisième, on fait une petite trilogie, je suis très content. Oui, parce qu'au premier coup, on aurait dû penser c'était juste un one Corto shot. vu par... Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, en dessinant Corto Maltese, je me suis rendu compte aussi que un album ne suffisait pas. J'avais envie à chaque fois de disserter, de raconter, de montrer une partie de sa personnalité, parce c'est vraiment un personnage multiple, quoi. C'est vraiment il est assez incroyable, quoi. C'est pour ça qu'il fait partie du mythe, quoi. Enfin, c'est un mythe à lui tout seul. Et donc là, sur ce dernier album, c'était plus de trouver un Corto plus vieux, plus robuste, plus épais. Je voulais un Corto un peu plus dur, et surtout qui prend moins la lumière que sur les deux autres, où vraiment à chaque fois c'est toujours lui la star. Et là, dans le deuxième, c'est pour ça qu'il a un équipage autour de lui, et il y a que cette couverture extrêmement audacieuse qu'on a faite, où on a un tout petit Corto avec un énorme hydravion et des personnages autour, qui n'est pas forcément habituel pour les Corto Maltese. Il faut dire que donc, les deux premiers se passaient en 2001-2002, et là on fait un bond Ouais. de 20 ans pour le troisième. Complètement, ouais, ça se passe Ouais. là en 2022, 22, ouais, ça. Ouais. Ouais. Et le choix du décor et de la... Il y a la ligne d'horizon. C'était surtout de se dire, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'avoir le Corto qui reste quand même dans la pose, qui reste quand même juste là un peu poseur, mais on a vraiment les 5 personnages, et on a le regard qui tourne autour de l'hélice. Et après, c'est composé avec la ligne d'horizon quand même très très marquée, très blanche, et puis on a nos tiers un petit peu là sur l'album. Enfin, là, ce que tu dis pas, c'est que le pilote, c'est Marcus qu'on a Ah déjà non, vu. non, Marcus il est là. Ah oui, on est là. Là c'était Anna Ouais. qu'on voit ici. Marcus Ouais. qu'on voyait dans les... Ouais, dans le les premier deux- et dans le deuxième. Ouais. Ouais, ça c'est un peu le... Parce que il y a Corto, il a son alter ego qui est Rasputin. Et je trouve que c'est vraiment un personnage extrêmement pratien. J'ai eu énormément de mal à le dessiner dans le premier. Et en fait, je me suis rendu compte, dans le troisième, même sans faire gaffe, qu'à chaque fois, on a réutilisé toujours ce personnage de Marcus. Et en fait, je trouve que c'est un peu notre Rasputin à nous, quoi. Avec un Rasputin qui est peut-être... parce que moi, j'arrivais pas, avec forcément le côté parfois très méchant, très clownesque, très grotesque aussi du personnage, qui est assez incroyable. Mais bon, c'est Pratt qui arrivait à aller dans une partie de sa personnalité, alors que Marcus, lui, il est plus... j'aimais bien parce qu'à chaque fois, il est toujours changeant. Là, dans celui-là, il est presque complètement au fond du trou. Il est pas bien, dans celui-là. Ouais, et je trouve qu'il passe par tellement d'états physiques. Et là, je m'identifiais beaucoup plus à ce petit Marcus. Après, tu réussis, les trois personnages féminins sont très forts dans le récit. Ouais. Elles sont très différentes et... Ouais, ça, c'est les personnages féminins chez Pratt, ça a toujours été... C'est marrant parce que il y avait quand même aussi une vision, on essayait de caler dans... Ouais, mais aujourd'hui, Corto, ça passe plus trop, parce que... même en disant que c'était un peu sexiste ou des choses comme ça, alors que quand on regarde et quand on lit Corto Maltese, alors évidemment, il y a la belle stature italienne de Corto, mais les personnages féminins, ils sont absolument incroyables. C'est les premiers, enfin pour moi, ça fait partie des grands premiers, à être des personnages hyper forts,
et qui sont pas non plus que dans la séduction et qui sont des personnages qui sont très appuyés. Quand on lit Corto Maltese de Pratt, les femmes, on les a en mémoire après. Bien sûr, bien sûr. Et elles sont. Et c'est dommage parce qu'on disait toujours, ah bah, Hugo Pratt dessinait très bien les femmes. Non, non, c'est juste qu'il les incarnait parfaitement très bien. Et bah, quand on a un beau personnage, bah, forcément, on en dégage aussi une beauté et on les trouvait aussi très séduisantes. On est en train de parler de Pratt. Qu'apprécies-tu dans l'œuvre de Pratt? Moi, je trouve que c'est son ton. Moi, ce que j'adore, après, de toute façon, c'est chez tous les auteurs que j'aime profondément, c'est quand j'achète un livre et quand je lis une histoire de Pratt, je veux rentrer dans la tête de Pratt. Et c'est les auteurs qui sont capables de nous faire rentrer dans leurs univers. C'est ceux que je préfère. Alors, j'aime beaucoup aussi les grands techniciens, il n'y a aucun problème. Des gens qui sont capables de tout raconter, tout ça, avec toujours une distance et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais ceux que je chéris le plus, c'est ceux qui nous font rentrer dans la tête parce que c'est ça aussi, c'est la magie de l'art. C'est tout d'un coup, on peut arriver à rentrer, c'est comme un pouvoir magique, on peut rentrer dans la tête de quelqu'un, voir toutes ses névroses, voir toutes ses psychoses, voir ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Et puis, moi, je trouve ça formidable. La littérature est l'outil parfait pour ça, mais la bande dessinée aussi. Ouais. Et ton scénariste, il a le même point de vue sur Corto Maltese que le tien? Non, lui c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une groupie totale de Pratt. Enfin, il a vraiment, lui, il a connu le Corto Maltese où on se construit adolescent en lisant Corto Maltese, comme pas mal des lecteurs et des fans que je rencontre qui ont Corto Maltese à l'adolescence. Il peut vraiment cristalliser et marquer énormément le lecteur. Moi, je l'ai lu adulte, Corto. Et donc lui, il a vraiment, tu sens que le personnage, il le connaît sur le bout des doigts et qu'il récite. Et je trouve que notre duo fonctionne plutôt bien parce que lui, il pourrait presque être parfois trop rigoriste dans le truc et moi, parfois trop dilettant par rapport au mythe de Corto. Et donc, on équilibre. Et quand il écrit le scénario, tu donnes ton point de vue aussi? Ouais, c'était surtout sur le premier. Sur le premier, on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'il fallait qu'on arrive à baliser un peu le terrain. Mais par exemple, sur le troisième, qui est, je pense, celui le plus solide des trois, et ben c'est lui tout seul, quoi. Et c'est pas pour rien. Je pense quand même que Corto Maltese, c'est ce qu'on qualifie un peu de personnage dans la bande dessinée un peu triple A. Il faut qu'il arrive à parler à différentes strates, un peu à tout le monde et à la fois, vraiment c'est très très compliqué à gérer. Moi je pense qu'en termes de scénario, je suis pas assez équipé pour m'attaquer à des personnages, à des trucs comme ça. Alors que lui, là pour le coup, il est plus solide, quoi. Ouais, voilà. Là tu en as parlé, mais c'est vrai que je trouve que le troisième est le plus abouti aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours une tendance à vampiriser un peu mes histoires et mes personnages, à faire parler de tous mes personnages un peu de la même manière. Enfin, j'ai toujours, moi, je sais raconter des histoires très petites, quoi. Et Corto Maltese, il faut qu'à un moment, cette histoire petite, elle prenne un grand souffle et une ampleur. Et ça, c'est plus difficile. C'est pour ça que je me suis toujours entouré à chaque fois, quand j'ai travaillé avec Rupert et Mulot, avec Merwan, avec Balak, Michael Sans-la-Ville, je me suis toujours entouré de gens qui avaient cette capacité à ouvrir, quoi. Et voilà. Parce que là, même au côté dessin, je trouve que celui-là, tu l'as mieux. Ouais. Tu l'as remis dans le dessin de Corto Maltese. C'est là aussi, vu que j'avais moins de travail sur le scénario, même si je reste quand même très focus sur la mise en scène, donc parfois c'est surtout sur les dialogues et des choses comme ça. Mais sur le scénario, j'avais pas d'énergie à donner plus que ça, donc je pouvais mettre toute mon énergie dans le dessin. Et là, pour le coup, d'habitude, je commençais à traîner la patte vers les 2/3 de l'album. Là, dès la moitié de l'album, je commençais un peu à traîner la patte en disant non, mais je vais pas y arriver, je vais pas arriver à le finir, c'est pas possible. Je vieillis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je trouve que le dessin, là, il est. Ah bah merci. Mieux que le. Beaucoup mieux que le premier. Il est plus solide. Je suis d'accord. Et en plus, parce que est plus dur, parce que vu que c'est un équipage et plus que c'est pas juste le visage de Corto suffit à remplir la case, c'est des cases de 4-5 personnages en permanence. Donc il y a forcément toutes des problématiques de mise en scène plus complexes à gérer. Et ça, pour le coup. Je trouve que ça se ressent en termes de. Et après, donc il y a le côté aventure, classique, tout ça.
Par contre, on parle des problèmes actuels. Hmm. Dans le réchauffement climatique. Ouais. Là, il y a Ouais, l'impérialisme de la Chine ou les choses Ouais. comme ça. Voilà, ouais. Oui, pour le coup, bah, ça c'est. Moi, je sais que, comment dire, je peux mettre toutes ces choses-là en image. J'ai aussi un point de vue là-dessus, mais j'avoue, c'est pas forcément là-dessus que je suis le plus pertinent. J'essaye parfois ce qui me plaît, c'est les petits moments à côté. C'est l'intrigue en elle-même, c'est pas quelque chose qui me passionne dans une histoire. Ce que j'aime, c'est les petits moments à côté, les petites pauses, avant l'orage ou après l'orage. Voilà, c'est ces moments-là que j'aime beaucoup. Et c'est là-dessus que j'ai essayé enfin, comment dire, j'ai vraiment essayé de travailler euh, pour rendre vivant, pour rendre du réel, là, tous ces moments de pause avec Corto, Lanchi, toute cette histoire me plaisait. Après, tout ce qui se passe au Tuvalu, la crise écologique, l'impérialisme, toutes ces choses-là, m'intéresse aussi, mais là, pour le coup, j'ai plus suivi le texte parce que ouais, mon avis là-dessus personnel n'est pas très intéressant, Ouais. je pense. Ouais. Et donc là, j'ai relu les deux premiers avant de relire celui-là. Je viens de lire celui-là. Mm. Et pour moi, j'ai une théorie. Mm. En fait, ton Corto Maltese, c'est le petit-fils de Corto Maltese. Ouais. Alors pourquoi? Parce que. En pensant, je me dis, mais non, parce que me dire que c'est un vue part, ça me plaît Ah oui. pas. Alors je dis, mais finalement, il y a des caractères qui changent par rapport au Corto Maltese de Pratt. Et je dis, ah, mais c'est peut-être son petit-fils en fait. Ah oui, bien sûr, On peut sûr. dire que c'est son Il y aurait petit-fils. un truc. Alors ça, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui nous a fait aussi. Bah, c'est Dominique Petitfaux qui nous a dit. Il a dit j'ai fait les calculs et tout, et donc Corto Maltese serait né en 1977 par rapport à quel âge il a dans le premier, dans le truc. Et donc c'est drôle parce que tout d'un coup tu dis ok, il serait né en 77, et c'est vrai que on voit comment dire, la différence d'époque dans laquelle il a été dessiné. Et c'est pour ça que, par exemple, même juste le rapport de Corto Maltese avec les femmes, Hugo Pratt serait né dans les années 80. Je pense pas qu'il aurait du tout dessiné Corto Maltese de son rapport comme ça avec il serait allé beaucoup plus dans une certaine sensualité, des choses comme ça. Il aurait en tout cas montré, même si le Corto Maltese de Pratt regorge de sensualité et tout, mais il pouvait pas vraiment le montrer, c'était pas l'époque. Et même quand c'était permis dans les années 70, lui c'est quand même un gars des années 20, ouais. Donc il avait plus de mal, quoi. Voilà. Et donc c'est donc là-dessus c'est vrai que il y a le côté un petit peu bordel, mais je suis totalement d'accord avec le fait que il y a une distance par rapport au Corto Maltese d'origine, et même moi, psychologiquement, ouais. c'est... En le relisant, je me suis rendu compte qu'il y a des traits de caractère qui changent un peu par rapport au Bien Corto sûr, Maltese. ah oui, bien sûr. Et je dis, oh, mais finalement, ça peut être le petit-fils. Hein. Oui, parce que vraiment, à aucun moment j'ai voulu marcher sur les traces de Pratt, et même épouser sa manière de voir le monde. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir ce que je pouvais dire avec ce personnage-là, quoi. Ouais. Donc là, c'est fini ou il y a un autre? Eh ben, nous, au début, on a vendu un, on a dit ce serait un one-shot, et il n'y a pas de problème, puis on a deux, trilogie. Et donc là, on a vendu la trilogie. Et en fait, quand je dis vendu, c'est juste il faut arriver à ce qu'on nous donne la permission de le faire. Donc il faut quand même un moment. Et donc pour l'instant, ça se passe bien. Je trouve qu'il a un très bon accueil auprès des lecteurs. Les Italiens sont super contents. En plus, l'album était aussi beaucoup investi. Et en Italie, c'était Antonio qui nous avait donné l'idée de Politano, c'est lui qui nous a donné l'idée des Tuvalu et tout ça aussi. Ils ont vraiment investi énormément dans cet album, donc je pense que un quatrième pourrait pointer le bout de son nez un jour ou l'autre, quoi. Et moi, de toute façon, le Corto, c'est vraiment mon compagnon de galère, donc je suis toujours heureux de le dessiner. Ouais. Et chez Casterman, tu as une autre série qui s'appelle Lune de miel. Ouais. Donc 2 tomes sont déjà sortis. Ouais. Et le troisième en mars. En mars. Ouais, c'est un western. Pitch de ce... Ouais, le troisième, ça va être un western qui se passe à Bruxelles. Bon, on le dit comme ça paraît un peu loufoque, mais en gros, Lune de miel, moi, c'est la série que j'imagine faire entre mes 40 et mes 50 ans. Voilà, faire mes 12 albums comme Bernard Prince.
Et en gros, en gros, l'histoire est très simple, hein. C'est simplement un couple quarantenaire avec des gamins. Et puis, ils laissent les gamins aux grands-parents et ils vont faire un voyage où, enfin, ils auront une semaine de vacances, comme si c'était un peu une lune de miel. Cette lune de miel fantasmée éternelle qu'on ne revivra jamais. Et en gros, enfin, ça va être les vacances. Et manque de bol, l'aventure les rattrape à chaque fois, de manière parfois hasardeuse ou parfois ciblée. Et voilà. Et donc, c'est monsieur, madame, tout le monde, pris au piège des grands bandits, des pirates, des machins. Et donc, ça, c'est vraiment. C'est à la fois très léger, mais je pense que c'est vraiment. Tout ce que je connais depuis ces 8 dernières années, quoi. Depuis que je suis marié, depuis que j'ai les gamins, et j'avais envie de parler de tout ça. Ok. Merci pour ce temps passé avec nous. Ah ben, merci à vous.